Je sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est le déluge. Alors là, on est 6h30 du matin, ancienne heure, hein, mais nouvelle heure, 7h30. Il fait pas encore jour à fond. Quand même le temps de prendre un café, mais je crois que pour tourner des images vraiment dehors, ça va être marrant. Hein. Ah ben là, ça s'entend bien. Ce qui tombe ici, là, sur la marquise et sur la surface d'eau. D'ailleurs, j'ai quelques feuilles de nénuphar qui sont pas loin de la surface, là. Et ici, la vanille d'eau, en 2 semaines, déjà en fleurs et tout, hein. Incroyable. Alors, pour la couveuse, donc bon, là, je retourne les œufs. Donc, on est avec l'humidité ambiante, 24%, parfois 25%. Ça arrive 23%, mais ça dure pas longtemps dans ces cas-là. Donc là, c'est vraiment un test pour voir si c'est vrai qu'avec une hygrométrie dans les 20%, si ça se passe mieux. Hein. Puis après, en phase d'éclosion, vraiment les 2-3 derniers jours, on va être minimum à du 70. Donc là, j'ai toujours mon fond agrippant, hein, toujours qu'il faudra que je monte. Hein. Comme j'avais déjà expliqué, mais ça sera les éclosions, ça sera en fin de semaine prochaine. Donc j'ai encore un peu le temps. Et puis là, on va essayer de mirer au moins un œuf. Alors, j'ai pris mon mire-œuf en mode portatif avec un boîtier à piles parce qu'il se branche à la fois sur secteur ou avec un boîtier avec des piles. Bon, là, c'est des piles rechargeables, mais vous voyez, c'est vraiment des piles gabarit classiques. Et donc, comme ça, on peut avoir le mire-œuf en mode portatif. Hop. Donc, j'ai déjà mis l'adaptateur d'œuf de caille dedans. Quand on l'enlève, c'est pour les œufs de poule. Et puis quand on met le petit adaptateur, ça va pour les œufs de caille aussi. Donc là, on va essayer de regarder ça. C'est bien, ça fait lampe torche, parce que là, je suis déjà dans le noir. Hein. Alors, quand c'est un œuf clair, hein, vraiment, c'est ultra transparent. Et donc là, vous voyez, il y a une grande partie sombre, et une partie claire juste en dessous. Donc là, comme l'incubation est un peu avancée, hein, là on est dimanche, ça a été mis en couveuse jeudi soir de la semaine dernière. C'est un peu plus compliqué. Quand on est un peu plus tôt dans l'incubation, on peut voir un peu plus les vaisseaux sanguins, etc. Là, les œufs commencent à être vachement opaques. Vous voyez bien l'embryon là, qui prend toute une partie sombre. Je prends des œufs au hasard. Hein. Vous voyez là, les deux qui étaient clairs, finalement, c'est parmi les 2 derniers à avoir été mis. Les autres œufs, c'est pas mal. Hein. Je prends vraiment des œufs au pif pour voir. Je vais remettre un œuf clair hein, pour que vous puissiez bien comparer. Quand c'est un œuf clair, ouais, c'est tout l'œuf qui est vraiment complètement translucide. Donc j'ai pris une dizaine d'œufs au pif. Sur les 4, je sais plus si c'est 3 ou 4 œufs que j'avais eu le soir même, que j'ai mis tout de suite en couveuse. J'en ai eu 4 je crois. Hein, il y en a eu 2 qui n'ont rien donné, mais sinon tous les autres que je piochais au hasard, je suis tombée à chaque fois sur des œufs qui étaient fécondés. Donc de toute façon c'est vraiment au moment de la mise à plat que je m'y attarderai pour vraiment voir ce que je vais mettre à éclore. Et puis bon, là, ça n'a pas l'air trop mal, hein, au niveau du taux de fécondité, du moins les embryons qui ont pris, hein, parce que le mâle, il grimpe vraiment toutes les femelles, a priori. Tous les œufs sont susceptibles d'être fécondés, c'est juste que parfois, l'embryon ne prend pas, quoi. Bon. Donc, voilà pour les œufs. La vidéo de la semaine prochaine, normalement, on devrait être dans les éclosions. J'espère que là, j'aurai pas de retard cette fois-ci. Et comme je vous dis, les œufs les plus vieux, ils avaient 16 jours. J'ai pas abusé au niveau de la vieillesse des œufs cette fois-ci. Et ça devrait être un peu mieux niveau réussite que la fois dernière. Mais bon, on va croiser les doigts. Savoir si là, le taux d'humidité est relativement bas pendant les 3/4 d'incubation. Est-ce que c'est mieux ou est-ce que ça va être catastrophique? Il faudrait que je mire un peu la poche d'air pour voir si la poche d'air n'est pas trop grosse. C'est-à-dire les œufs, à cause du taux d'humidité relativement bas, est-ce qu'ils sont pas trop desséchés en gros? Je vais le faire sur les 2 œufs clairs
que j'ai. Donc même si c'est un œuf clair, hein, vous pouvez quand même voir la poche d'air. Hein, ça changera pas, hein, que ce soit un œuf fécondé ou pas fécondé. Je vous le dessine. Toute la partie poche d'air. Je vais juste re-regarder un œuf fécondé pour confirmer mes propos, hein, parce que j'ai pas envie non plus de vous raconter des bêtises, mais moi, pour moi, le dessèchement de l'œuf, entre guillemets, qui fait la grandeur de la poche d'air, que ce soit un œuf fécondé ou pas, ça doit pas changer grand chose normalement. Hein. C'est pas l'embryon qui va absorber, comment dire, qui va absorber quoi que ce soit, mais je vais juste confirmer mon propos ou pas. J'ai pris un œuf au pif. Ouais, voilà. Je fais à vue d'œil parce que là, je vais le remettre vite en couveuse. C'est exactement la même dimension pour la poche d'air, que ce soit un œuf fécondé ou pas. Donc, ouais, on va peut-être pas bien voir. Attendez, je vais prendre un feutre. Ah, bien sûr, vous vous amusez pas à faire ça sur un œuf que vous comptez mettre à éclore. C'est sûr qu'avec un feutre qui fonctionne, ça sera toujours mieux. Vraiment, j'ai investi dans des fluos. Ah, voilà. Ça devrait aller mieux. Donc, ça va. Je m'attendais à pire. Je me suis dit, c'est ça le problème, en fait. Un taux d'humidité très bas. Je me suis dit, la poche d'air, elle va peut-être être énorme. Puis, du coup, le petit, après, il n'a plus beaucoup de place dans l'œuf. Et ça peut poser des problèmes aussi. Puis, trop d'humidité, la poche d'air n'est pas assez grande. Donc, du coup, le petit, que ce soit un poussin ou un coquito, c'est pareil. Quand il prend ses premières respirations... il n'a pas beaucoup d'air hein, à disposition. Si la poche d'air est trop petite, c'est le premier air qui respire en attendant de reprendre des forces et d'aller plus loin pour l'éclosion et de percer la coquille. Par contre, pour les poussins, je ne vais pas m'aventurer avec un taux d'humidité aussi bas parce que j'ai jamais vu de témoignage de gens disant qu'il fallait un taux d'humidité à une vingtaine de %. Voilà. Hop, au moins ça sera flagrant pour vous. Donc pour les poussins, je resterai comme d'habitude avec mon petit verre à liqueur, donc avec un taux d'humidité avoisinant les... Généralement avec mon verre à liqueur, on est à 46-47% d'humidité à peu près. Donc voilà, je vous ai mis en... Je vais faire le focus. Je vous ai mis en vert la poche d'air qu'on voit au mirage dans l'œuf. Donc là, je rappelle que c'est des œufs qui ont été mis incubés jeudi soir de la semaine dernière. Bon, j'avais une coupure de courant de 4 heures le vendredi matin, mais bon. Et là, on est dimanche. On est à 9 jours et demi d'incubation. Vous voyez, la poche d'air, elle n'est pas non plus énorme. Hein, si vous regardez l'œuf de profil. Donc quand vous mirez, c'est cette zone-là qui reste un peu plus claire. Hein. Donc pour vraiment bien voir la poche d'air, il faut mirer par le dessus. Ou un petit peu en biais sur le côté, mais en caméra avec le faisceau lumineux ça ressort pas très bien, donc autant vous faire le petit dessin. Donc ça va, la poche d'air pour moi ça n'a pas l'air catastrophique, hein. Mais bien sûr on va pas crier hurrah avant la fin, on verra bien si ça se passe mieux cette fois-ci que la fois dernière. Pour ceux qui avaient vu ma petite vidéo d'appel à l'aide, ça c'est mon oseille habituel, et là c'est mis à pousser cette plante, vous voyez, ça ressemble vraiment beaucoup. Sauf que c'est pas de l'oseille et ça vient vraiment d'apparaître. Si quelqu'un sait ce que c'est, un grand merci d'avance. Donc j'ai viré le pied, j'ai creusé très profond pour enlever la racine. Ça fait vraiment comme de l'oseille, hein. Faut y aller très profond. C'est une plante toxique. Hein. Alors c'est de l'arôme tacheté. Ça peut très bien ne pas être tacheté. Ça par contre c'était les anciens propriétaires qui l'avait mis. Alors à la limite ça aurait été la même plante, ça aurait pas été de l'arôme tacheté. Là je sais pas pourquoi c'était de l'arôme tacheté, mais en tout cas je l'ai viré et j'ai remis de l'oseille à la place des pieds que j'avais eu dans mon parterre aromatique ici. Donc là le problème est réglé, je n'ai plus de plantes toxiques dans mon oseille. Donc merci aux gens qui avaient participé et qui m'avaient donné la réponse. On va faire un tour rapidos dehors, mais je vous préviens, il y a du vent pour pas changer, hein. Bon, les nouveautés, à part ma petite lumière solaire ici en papillon, il n'y a pas grand chose à voir. Alors, donc salade à couper, roquette ça pousse. J'ai refait un semis de poireaux au milieu. Il y en a encore un qui s'est fait virer là. 2. Tout germe bien, hein. On voit quand même bien toutes les petites tiges vertes qui ressortent. Donc ça c'est un petit moulin à vent.
pour tenter vainement d'effrayer un peu les oiseaux. Enfin, il faut beaucoup de choses pour leur faire peur, hein. Les échalotes, la germination pour l'instant, on est à une bonne moitié. Il n'y a pas encore tout qui germe. Et puis donc là les oignons c'est pour avoir des graines. J'ai encore un oignon qui germe à l'étage, donc je vais le mettre ici, il y en aura 5. Pour l'instant ça suit son cours. Les feuilles de nénuphar elles arrivent à la surface là. Ici là, ça se voit quand il y a du redoux. Ici j'ai remis un euphorbes. Donc euphorbes, je rappelle c'est une plante, attention quand vous la taillez parce que le latex est toxique. C'est la même qu'ici. J'en avais un deuxième donc à l'emplacement que je viens de remettre là-bas au coin, à l'autre bout, mais qui avait été cassé par le vent. Donc j'en ai remis un. Donc il est tout petit là, il faut attendre que ça pousse. Bon, le vent, je crois que ça va être une catastrophe niveau rendu. J'ai repris un pied de sauge. Et là, c'est de la sauge classique parce que je ne sais pas si ma sauge pourpre va survivre, mais je vois des jeunes pousses ici. Donc je pense que ça devrait le faire. Mais à l'occasion, dans le magasin, je suis tombée dessus, donc j'ai repris un pied de sauge normal. Mon seau de graines à mettre à fermenter est presque vide, donc il faut que je refasse du mélange. Dans mon bidon de graines sèches, il n'y a plus grand chose non plus. C'est vraiment la dèche. Hein. Il reste même pas une pelletée de graines. C'est vraiment aujourd'hui où je vais devoir en refaire. Mon dernier mélange, je sais plus si c'était il y a 3 ou il y a 4 semaines. Donc ça fait 4 semaines. Mais vous voyez, un grand bidon comme ça, 17 poules et 2 coques, ça va vite. Hein. Alors que je mélange avec des granulés, hein, heureusement. Et donc du coup, j'ai plus qu'un sac de blé que je mélange. Donc là, vous voyez, c'est du mélange pour pigeons. Il y a beaucoup de pois et de maïs dedans. Et j'ai aussi un mélange de graines concassées. Donc je vais refaire un mélange avec tout ça. Et ça, j'aime bien, ce mélange-là, sans blé. C'est arrangeant quand vous pouvez avoir du blé pour pas trop cher ailleurs. Donc à moins que le prix ait augmenté, c'est un agriculteur dans la famille, enfin famille un petit peu éloignée, mais mes parents sont un peu en contact avec. Jusqu'alors, ils nous faisaient le sac de blé à 5,50 €. Donc là, j'en ai carrément demandé 4 parce que comme il faut que je refasse mon bidon de graines fermentées. Mais voilà, déjà les graines sèches pour nourrir les poules, il y a déjà urgence dans un premier temps. Parce que les graines fermentées, j'ai refait un seau hier, là. Mais de toute façon, ça se voit. Là, je suis sur trépied, je suis un peu plus capable de vous faire des plans pas trop tremblotants. Donc, on voit bien que l'eau est à peu près limpide. Hein. Quand ça fait pas longtemps qu'un seau a été mis en eau, quand des graines ont été mises à fermenter très récemment. Et puis là, ça fait... Dans l'autre seau, ça fait beaucoup plus jaune. Bon, je vais servir les graines fermentées aux poules et leurs graines sèches. Je vais filmer leur sortie, puis après je vais essayer de m'abriter un peu du vent parce que ça va encore être une catastrophe là. C'est même pas genre il y a un peu de vent, c'est carrément tempétueux par bourrasque et tout quoi. C'est vraiment catastrophique. Allez les bijoux, on y va. Eh Nunuche, Nunuche. Donc Nunuche, toujours, je la laisse se débrouiller sous surveillance. Je lui donne plus de pâté le soir là depuis 2 semaines à peu près. Parce que j'ai les caïtos à m'occuper, ça fait déjà beaucoup de boulot. Donc ils ont toujours de la pelouse là. Hein. Ah le vent. Ah ben voilà. Eh, j'en parlais la semaine dernière que Nina était folle avec les graines fermentées. Elle me fait pas mentir aujourd'hui. Ben, surtout qu'il fait du vent et tout dehors. Ah, c'est Nounoute. Je me suis dit, mince, Nunuche dans le garage. Jamais de la vie. Mais c'est Nounoute. Qu'est-ce que tu fais là, ma biche? Hein? Ah, on vient se mettre à l'abri. Hein. Bon, je vais les refoutre dehors parce que je préfère qu'elles aillent manger leur repas plutôt qu'elles fassent des bêtises ici. Allez, vous allez dehors, mes bébés? Allez, les bijoutes.
on y va. On sort. Nounoute, s'il te plaît, mon cœur. Allez, va manger dehors avec les copines. Allez. Hop, hop, hop. Ah, qu'est-ce que tu nous fais? Je pense... Je pense pas qu'elle ponde dans le seau, je l'ai jamais vue. Mais bon, pas impossible. Je ramasse toujours des tout petits œufs, mais je pense vraiment que c'est elle. Ils sont tout petits. Bon, ça me rassure pas, hein, parce que là, depuis le temps, elle devrait quand même me faire des œufs un peu plus gros que ça, mais bon, on verra bien. Ouais, alors, j'ai refait un mélange de grit. Vous voyez ici, enfin, grit et coquille. Donc, je fais pas de la pub pour une marque ou une autre, on s'en fout. Là, c'est que des coquilles de mer. Mais il faut pas donner que ça. Parce qu'en fait, ça, c'est des cailloux qui sont calcaires. Donc la poule, quand elle mange, il y a une poche, c'est le jabot. On va dire que ça humidifie tout ça le grain par une substance un peu glaireuse. Hein. Pour ceux qui ont déjà vidé des poulets, qui ont pu constater que dans le jabot, il y avait comme une sorte de mucus. Hein. Donc voilà, la nourriture est enveloppée de là. Mais c'est surtout le premier estomac, le proventricule, avant d'aller au gésier. Hein. C'est pas directement le gésier. Le proventricule, ça sécrète vraiment une substance super acide. Et tout ce qui est calcique comme ça, du calcium, tout ce qui est minéral, c'est quasiment dissous déjà avant d'aller au gésier. Donc c'est pas ça qui va permettre au gésier de pouvoir concasser le grain, etc. Il faut des cailloux qui, eux, ne vont pas se dissoudre déjà avant d'arriver au gésier et qui généralement restent quelques jours. La poule, elle n'est pas obligée de manger autant de cailloux qu'elle mange de grain, heureusement. Je mélange avec ça. Donc après, ça peut être n'importe quel petit gravier. Là, c'est que la redstone, ça permet de faire des crottes un peu plus sèches. Alors ça fait penser un peu à de la roche volcanique, vous voyez. Donc bon, c'est plutôt pour pigeons à la base. Je fais un mélange des deux. Je mets bien sûr plus de coquilles de mer que de petits cailloux. Donc ce qu'on va appeler le grit, c'est vraiment les cailloux en eux-mêmes. Mais par contre, regardez, il y a des bouts de coquilles qui sont quand même vachement énormes. C'est même pas la peine ça. Donc je fais un mélange. Donc il faut beaucoup de calcium. Hein. Les poules, elles utilisent une quantité de calcium énorme pour leur squelette et pour les œufs. Enfin, pour la création de la coquille. Et ça se passe durant la nuit. Bon, après, vous pouvez pas forcer les poules. Mais il y en a plein, on voit, elles vont prendre du grit, enfin du grit et de la coquille juste avant d'aller coucher. Parce que tout ce qu'elles ont mangé avant d'aller coucher, les poules, comment dire, leur système va extraire le calcium pour la formation de la coquille, qui se fait généralement durant la nuit. Donc les œufs qu'elles vous pondent souvent durant la matinée, c'est de la coquille qui s'est déjà formée durant la nuit. Et en fin de nuit, ils n'ont plus assez de calcium dans leur sang. Je pourrais pas vous redire les taux, mais ils ont un taux de calcium dans le sang incroyable. Hein. Et c'est ce calcium dans le sang qui va se déposer pour faire la coquille. Ben, elles sont obligées d'aller puiser dans leurs os, dans leur squelette, automatiquement en fin de nuit. Alors ça, c'est moi qui le dis, mais je suppose par pure logique. L'hiver, les nuits sont plus longues, donc je pense que ça met l'organisme encore plus à rude épreuve. Peut-être aussi pour ça qu'il y a quand même des poules qui pondent beaucoup moins l'hiver en général. Et elles sont obligées de piocher dans leur squelette. Ce qui fait que le petit déjeuner le matin, c'est très important aussi pour qu'elles refassent vite le plein de calcium, reminéraliser leurs os et après aussi finir la formation de la coquille, des œufs qui vont pondre juste après. Donc c'est vraiment très important le calcium. Donc c'est bien qu'elles en aient dans l'alimentation, mais pas trop non plus. Favoriser plutôt les apports en externe en plus. Et ça permet aussi quand on a des coques, qu'on leur impose pas une grosse ration de calcium parce que ça risque de bloquer leurs reins. C'est pas bon pour eux, ils ont besoin de calcium pour leurs os comme n'importe quel animal ayant un squelette, mais faut pas non plus exagérer parce qu'après pour les reins c'est pas bon. Hein. Ils ont pas besoin de faire des œufs, faire de la coquille, donc ils ont pas les mêmes besoins en calcium, mais il faut pas qu'il y en ait de trop non plus. Donc un apport en externe c'est très bien, mais pas croire qu'il faut que de la coquille. Parce qu'on se dit de la coquille, du grit, tout ça c'est pareil. Généralement quand moi je parle de grit, je sous-entends un mélange de calcaire, hein, de coquilles et de petits cailloux, mais il faut vraiment que ce soit un mélange des deux, quoi. Hein, c'est pas juste parce qu'il y a des coquilles de mer que ça suffit, et c'est pas juste parce qu'il y a que des petits cailloux que ça suffit aussi. Il faut vraiment un mélange. Donc là, j'avais envie de faire mon mélange à moi, hein, parce que parfois on prend des mélanges qui sont déjà imposés. Mais voilà, après c'est un choix personnel. Mais il faut vraiment veiller à s'il y a de la coquille qui a aussi des petits cailloux dedans. Et puis s'il y a des cailloux, il faut voir aussi s'ils ont fait un apport de coquille. Et puis si ça vous semble un peu trop faible, rajouter de la coquille pure dedans. Bon, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est ce que je conseille. Alors, on va pas rester longtemps dehors. Hein. On va aller dans le bâtiment d'écailles parce que c'est de pire en pire. Mon père il s'est fait un petit abri là. Parce qu'il est encore en train de travailler dans des conditions exécrables ces derniers temps. Donc je confirme bien, effectivement, il fait tout le bout ici. Première mission, il enlève tous les joints, il remodèle les briques. Hein. Là, vous pouvez toujours voir l'avant-après. Là, il a déjà meulé les briques pour leur redonner une plus belle forme.
Puis aussi faire sauter, donc là il n'a pas encore tout à fait fini, il fait sauter le ciment que les gens d'avant ils ont mis carrément sur les briques. Parce qu'ils ont essayé de rejointer n'importe comment, enfin c'est une catastrophe. Et puis après, ils joignent tout. Tant qu'il est dans les joints, il n'a plus qu'à tout faire comme ça. Pour ça par étape, déjointer, remodeler les briques. Et à la limite en comparaison, rejointer, c'est à la limite l'étape la plus facile par rapport au fait de façonner les briques et de bien leur donner la forme, une belle forme et tout. C'est même ce qu'il y a de plus long à faire et de plus pénible. Mais c'est vrai qu'après ça fait incroyablement propre. Enfin c'est ça quand on est dans une maison qui n'a jamais été entretenue correctement par d'anciens propriétaires. Hop, on allume. On va voir les caïtos. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont grandi. Donc je laisse ouvert pour qu'on voie un peu mieux avec la lumière du jour, que ça fasse un peu moins rouge la lumière. Bon, puis il y a aussi la lumière que je remonte de plus en plus. Hein. Vous voyez, ils sont que neufs. Hein. Et c'est que des crottes. Que des crottes. Donc je pense que je vais les passer sur copeaux. Hein. Ils ont bien poussé depuis la fois dernière. Hein. Je vais essayer d'en prendre un pas trop sauvage. J'ai les mains très froides. On va pas te garder longtemps. Attends. Vous voyez, il n'y a qu'à la tête vraiment où ça fait encore beaucoup de duvet. Mais partout ailleurs, c'est de la sacrée plume. Hein. Ben oui. Donc, là, ils ont 2 semaines. On est dimanche il y a 2 semaines et quelques-uns étaient nés le lundi. Ça grandit à une vitesse. Une fois qu'ils sont bien partis, qu'on a passé les premiers jours, c'est super impressionnant. Alors, le constat que j'avais fait la fois dernière, comme quoi c'est pas... Oh là là, mon Dieu! Oh non, non, hein. Oh. Le constat que j'avais fait la fois dernière, c'est pas forcément valide. Je crois même que je vais les laisser vagabonder. Il va falloir que je raménage un peu tout ça. Je vais peut-être enlever le bac, les laisser vagabonder tout partout ici. Avec la lumière chauffante, que du coup je rabaisserai peut-être un peu plus bas. Et après, il va falloir que je monte le caisson pour les prochains qui vont naître. Donc ça va bien tomber. Hein. Eux, ils n'auront plus besoin de lumière chauffante au moment où les petits qui vont naître, les prochains, eux, en auront besoin. Donc dans 1 semaine à peu près, parce que là, ils sont déjà bien emplumés. Le constat la fois dernière, c'était qu'avec un mélange que je mixe et que je tamise très farineux, il y avait beaucoup moins de gaspillage. Et ben, sauf que eux, ils sont que 9, ils ont réussi à me faire un chantier phénoménal. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je remplis que la partie du bas. Je remplis pas le boîtier en entier et tout, sinon c'est un gâchis extraordinaire. Ils étaient restés pendant 1 journée et demie sans la mangeoire pour qu'ils ratruchent au maximum, mais il y a toujours un petit peu de gaspillage. Donc vous voyez ce qui était valable pour les autres. Eux, c'est pas pareil. Ils arrivent quand même à mettre leur tête. Donc en fait, si on remplit ça au maximum, le niveau ici, il est beaucoup plus haut. Et eux, avec leur tête, ils m'envoient la nourriture valdinguer partout. Sauf que si chacun d'entre eux fait ça, bah, assez rapidement, tout est gaspillé. Hein. Ils m'avaient vidé les 2 tiers de la mangeoire en 1 nuit. Donc du coup, je remplis que la partie du bas de la mangeoire. Donc comme ils sont que 9, ça va. Et puis bah là, du coup, ils vont pouvoir avoir un autre abreuvoir, une autre mangeoire, si je les laisse ici en liberté par terre. Bon, puis après... ils se débrouilleront pour s'adapter et puis faire en sorte de faire le tour du bac, hein, comme les autres la fois dernière. Il y avait ce bac-là sur un autre bac, donc vachement en hauteur pour qu'eux n'aillent pas voler dedans et sauter sur les bords de l'extérieur pour aller voir les petits. Ils s'adapteront en ayant l'espace autour. Ils seront plus en besoin de chaleur grâce à leurs plumes. Et voilà, c'est vrai que c'est impressionnant comment ça pousse, hein. Il y en a toujours quelques-uns qui se démarquent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je sais pas. Alors ça, c'est une carence en je ne sais plus quoi. Vous voyez les ailes ici à l'arrière, quand il les tient repliés, qui se démarquent un peu du corps. Lui, c'est le plus petit. Je serais pas étonnée que ce soit celui qui avait un problème au niveau de sa patte et qui avait pris un petit retard avec ça, qui miraculeusement a réussi à remarcher tout seul en ayant une patte toute recroquevillée. Et en fait, est-ce qu'on le voit mieux ici? Vous voyez, ses ailes, elles dépassent un peu sur le côté. Et puis voilà. Parce que jeudi soir de la semaine prochaine, on sera au 14e jour. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah ouais, ben je dis peut-être des bêtises. Il y aura peut-être des débuts d'éclosion, mais il n'y aura pas encore les petits en nurserie aux prochaines images. Ouais. Bon, j'espère que ça se passera mieux. En tout cas, niveau taux de réussite, ça sera déjà bien. Hein?
Et pour les reproducteurs, rien à signaler. J'ai une moyenne de 3 œufs par jour, donc pour 4 femelles. Souvent, quand je fais un changement de litière comme ça les perturbe. Je suis punie car je n'ai qu'un seul œuf, généralement le soir même. Et puis le lendemain, par contre, il se rattrape. Et là, mardi cette semaine, j'avais eu 6 œufs le mardi. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 2 femelles qui m'ont fait 2 œufs dans la même journée. Donc je suppose un œuf le matin puis un œuf le soir. Mais c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui les perturbe, on est puni au niveau de la ponte. Hein. Mais bon, pour les poules, c'est exactement la même chose. Hein. Quand on les change d'environnement ou qu'il y a un problème avec un pondoir inaccessible ou momentanément un souci quelconque, ben, une perturbation émotionnelle égale un arrêt de la ponte. Mais bon, au bout d'un moment, il faut bien que ça sorte quand même. Donc ce que je constate avec les cailles, dans ces cas-là, je m'affole pas et je sais que le lendemain, ils vont se rattraper et me faire plus d'œufs que d'habitude. Et bien sûr, tout est crasseux aussi. Encore du boulot pour nettoyer. Alors, les dernières images, je vais vous parler, je ne sais pas ceux que ça intéressera, de la canneberge, cranberry. Donc, je ne sais pas si ce que je vais faire, ça sera une réussite, mais au moins pour ceux que ça intéresse, ou ceux qui voudront le faire avec plus qu'un seul pied. Donc je suis l'heureuse propriétaire d'un pied de canneberge. Donc pour ceux qui connaissent Floralux, j'ai des au rayon arbustes à baies. Donc tout ce qui est groseille, cassis, j'ai déjà. Framboise, j'ai plus qu'un seul pied en pot parce qu'en pleine terre, j'en veux plus. Bon, puis d'un coup, je vois canneberge, cranberry. Alors, je me doutais bien que c'était une plante qui, comment dire, qui s'étalait comme ça, puisque eux, ils avaient relié toute la touffe à une petite tige de bambou avec un élastique. Et donc, moi je prends un pied, je me dis, j'espère que c'est auto-fertile, parce que sinon, un seul pied, j'irai pas loin. Et je l'avais planté vite fait en entrant dans le parterre aromatique, en même temps que j'ai fait la sauge. Et puis j'avais planté mon petit pied de forbe aussi. Bon, c'est tout, je fais des recherches. Alors c'est auto-fertile, mais c'est bien le seul truc qui aille, puisque ça se plaît uniquement en terre acide. Et ça se reproduit par drageon. Alors comme les framboisiers et tout ça, la menthe, moi les plantes par drageonnage, j'en ai ras-le-bol. Alors je dis bon, bah, ça va partir en culture en pot, hein, parce que si vous voulez le faire en pleine terre, il faut faire une fosse, même pour 1, 2 ou 3 pieds, au moins une fosse de 80 cm de large sur 50 cm de profondeur, avec une bâche, vis-à-vis des drageons, puis aussi pour isoler votre terre particulière par rapport à votre terre de jardin habituelle. Il faut de la tourbe blonde et brune mélangée, idéalement. Sauf que moi je n'ai trouvé que de la tourbe blonde et en sac de 70 litres. Alors, pour faire un pot, là avec un sac de 20 litres de terre de bruyère, il me reste un fond de sac. Alors c'est peut-être un pot de 15 litres, mais bon, j'en ai mis pas mal, j'ai bien tassé quand même. Parce qu'après, si on tasse pas du tout, bon, faut pas non plus tasser comme un bourrin, mais si on tasse pas assez, après en humidifiant, etc., la terre, le terreau, ça va se bouffer, ça va s'abaisser. Donc, je sais pas, j'ai mis 17 ou 18 litres quand même là-dedans. Et donc, je me suis rabattue sur la terre de bruyère. Mais j'ai pas trouvé le pH indiqué dessus. Il faut, pour de la canneberge, donc canneberge, cranberry, comme vous voulez, il faut du pH 5,5. Je sais pas, sur la terre de bruyère, c'était pas écrit sur le paquet de terreau, ou alors j'ai mal vu. Donc je ne sais pas si le pH il est idéal, mais en tout cas c'est tout ce que j'ai pu offrir comme terre acide contenant pas mal de tourbe. Hein. C'est de la tourbe de fraigne, donc fraigne ou sfraigne, bon je sais pas comment on dit, on va dire fraigne. Et donc voilà, comme il y avait en 20 litres, hein, de toute façon je n'ai pas trouvé de tourbe brune, donc j'aurais même pas pu faire un mélange. Mais j'allais pas prendre de la tourbe blonde en 70 litres, voilà. Bon, moi c'est un mélange un peu plus complet. Je sais pas encore hein, si la plante va s'y plaire, donc elle peut aussi se reproduire en touchant le sol et en refaisant des racines. Mais là j'ai fait un paillage avec de l'écorce de pin, alors là c'est mouillé, ça se voit pas, c'est l'écorce de pin rouge. Donc ouais, ça a un but un peu décoratif, mais c'est surtout aussi pour maintenir la motte le plus humide possible, parce qu'il faut que ce soit toujours humide. Si par exemple ça fait une semaine qu'il n'a pas plu l'hiver, il faut l'arroser. Et forcément, comme toute plante acide, il ne faut pas de calcaire, pas d'eau de robinet, de l'eau de pluie. Alors même moi, mon eau de changement d'aquarium, je ne vais pas m'aventurer, parce que même s'il y a beaucoup de calcaire qui se dépose sur les vitres de l'aquarium, etc., il y a toujours du calcaire dedans, comme ça vient de l'eau de conduit. De chez moi, on a une eau très calcaire, donc vraiment je vais faire que de l'eau de pluie. Et puis on verra bien si ça s'y plaît. Mais en tout cas, pour ceux qui voulaient se lancer dans l'aventure, il faut de la terre acide. Donc si vous voulez faire ça en pleine terre, il faut faire une fosse, une bâche. Et si vraiment vous voulez apporter les meilleures conditions, trouvez de la tourbe brune, en plus de la blonde, pour faire un mélange. Et puis toujours maintenir humide le plus possible. Alors il faut beaucoup de lumière, il ne faut pas que ce soit
camouflé par des arbres, des arbustes autour et tout. Il faut de la lumière, mais éviter le soleil direct parce que ça va vachement sécher la plante et ça supporte pas trop. L'idéal, ce sont les gens qui sont dans l'est de la France. Ça aime un climat frais, mais ça aime l'humidité aussi. Donc moi, je me dis, c'est les gens qui sont en Normandie, Bretagne, pas loin de la côte. Il y a peut-être moyen que ça le fasse aussi. Je sais pas, peut-être. Moi, je suis dans le nord de la France. Par contre, ceux qui sont dans le sud, je pense pas que l'expérience puisse aboutir, mais... Voilà, je suis propriétaire d'un pied de canneberge. Je sais pas ce que ça va donner, mais... faut être patient parce que de toute façon on n'a rien avant 3-4 ans. Alors il faudra déjà que ça survive l'été. Et puis déjà que mon terreau convienne. Et puis que niveau chaleur, humidité que j'arrive à maintenir, que ça se passe bien aussi. Par contre c'est un pot qui ne résistera pas aux fortes gelées parce que il est super joli. 20 €. Alors mon compagnon il comprend pas trop ça, il fait dis donc t'as investi dans un pot, du terreau, ça te coûte plus cher que la plante. C'est sûr qu'une plante qui me coûtait 4 € et des bananes, avec un pot à 20 balles et un sac de terreau, je crois plus 6 € je crois. Bon, et par contre les pots qui ne gelaient pas, de la même dimension, c'était le double prix 40 €. Donc je suis pas allée dans cette voie là. Après j'ai mis de côté du papier bulle et je me dis bon, si vraiment il fait très froid, je peux essayer de mettre du papier bulle autour. Forcément le souci c'est que un pot ça a une visée décorative, c'est quand même con pendant presque une moitié de l'année de l'avoir enroulé de papier bulle et tout ça, mais bon, après s'il y a des grosses gelées, je sais pas si papier bulle ça peut suffire, faudra abriter le pot. Écoutez, on verra bien à ce moment là, il n'est pas non plus trop lourd pour pouvoir le déplacer, mais on verra. Puis bon bah si la plante s'y plaît pas, je mettrai autre chose à la place et puis c'est tout. Bon mais voilà, pour ceux qui étaient intéressés par une culture de cranberry, moi je m'étais même pas posé la question, je n'avais jamais fait de recherche, je pensais que c'était une plante un peu plus tropicale, alors qu'en fait non, ça aime plutôt les climats frais. Ça fait mal au cœur de laisser une plante mourir. Je me suis dit si je la laisse en parterre aromatique, elle va pas faire long feu. Alors du coup, j'ai acheté de quoi faire les conditions de culture nécessaires, a priori, pour maintenir sa survie. Et puis on verra, mais parfois on se lance dans des cultures par pur hasard. Mais comme je vous dis, il faut 3-4 ans pour avoir quelque chose, donc d'ici là il peut s'en passer des choses. Bah allez, à plus.